Ok, moi je fais des trucs genre de la 3D et j'adore ça. C'est trop bien, c'est de plus en plus utilisé partout, film, FX, jeux, pub, concept, c'est le futur. C'est un peu comme un jeu de création, genre quand tu crées ta maison, ta voiture, ton perso, mais où là tu fais vraiment ce que tu veux. T'es pas bloqué, on te met pas de limite. Et ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de partager depuis longtemps, mais il y a un problème. Et c'est que tout le monde n'est pas renseigné là-dessus. Et la plupart des gens même ils connaissent rien. Et la 3D c'est pas un truc qu'on t'apprend à l'école. Moi je veux faire des vidéos pour tout le monde justement. Du coup, bah je vais te montrer. Que tu connaisses rien, que tu sois débutant ou même juste curieux, je vais t'expliquer comment ça marche en partant de zéro. On va aller petit à petit et tu vas voir, tu vas tout comprendre. Parce qu'en vérité ça a jamais été aussi simple d'apprendre aujourd'hui. Avec des tas de chaînes là-dessus, de grosses communautés, des événements, des concours. C'est un jeu d'enfant de rentrer dedans pour peu qu'on ait un peu de motivation et du matériel. C'est vrai qu'il faut quand même un peu de puissance, notamment dans la carte graphique. C'est elle dans l'ordi qui va faire le rendu de l'image. Et donc plus elle est naze, plus ça met longtemps. Et moi il y a 2 ans, moi j'ai un ordi éclaté, je fais ma petite vie avec et là je reçois une notif. Cela va faire bientôt 1 an que j'organise des concours sur Twitch et sur mon Discord. Et ce concours, c'est la 30e édition. Ça va vous faire gagner une 3080C pour la 3D. Alors si toi aussi tu fais de la 3D et que tu as envie... Faut savoir qu'Atom c'est un peu le boss des FX sur YouTube et qu'une 3080 à l'époque c'était dans les 2000 €. Donc moi j'ai directement participé au concours, avec mon ordi tout pété là, et j'ai mis 2 ans à écrire cette vidéo, pour être bien sûr de bien t'expliquer. Donc j'espère que ça va te plaire. Donc aujourd'hui, retour dans le passé, on a très peu de temps et un mauvais PC pour essayer de gagner une carte graphique et son respect. On va faire la création ensemble et on s'arrêtera sur des petits points quand il faut pour expliquer des trucs. Et à la fin, en bonus, on aura la réaction d'Atom à ce qu'on va créer ensemble, donc ça promet. Pour ce concours, on aura 4 objets 3D. Une citrouille, une potion, un bonbon et des bougies pour réaliser une vidéo de 10 à 15 secondes. Alors on va ouvrir Blender, le meilleur logiciel de 3D gratuit, et celui que je vous conseille. C'est un peu le boss aujourd'hui pour les gens qui débutent, il y a une très grosse communauté, un développement très rapide, allez vous renseigner, vraiment c'est génial. Après globalement sur le principe ils marchent tous pareil, enfin pour ce qu'on va voir aujourd'hui au moins. C'est juste que chacun a ses spécificités, ses forces, et en fait ça dépend de ce que tu veux, mais le système en lui-même, c'est le même. On va commencer à réfléchir à ce qu'on veut faire, poser des idées, c'est la partie un peu dure où on sait jamais trop où aller, et c'est aussi une partie où on va découvrir une des valeurs essentielles de la 3D, être réaliste. Parce que je vous rappelle qu'il y a 2 ans mon ordi il est tout claqué, et il peut pas faire grand chose. On se rappelle les temps de rendu, tout ça, ben voilà. Plus il y a d'éléments, plus c'est long à rendre. Mais attention, on s'arrête pas là. On continue, on s'adapte. Du coup, j'ai décidé de partir sur un truc tout simple. Et je vous conseille de faire pareil quand vous débutez, commencez tout petit, vraiment. Nous déjà, on va faire 10 secondes, le plus court, et on va tout faire sur un seul plan. Comme ça, on n'aura pas de montage à faire entre différents plans, et on en a qu'un seul à travailler. On gagne du temps. Je réfléchis rapidement à une manière de tout rentrer sans que ce soit trop compliqué, et au bout de quelques essais, j'arrive à notre plan, et vous allez voir, il est très simple. Le bonbon est lancé par une fenêtre, chez une sorcière, il roule sur la table, il tape dans la citrouille, là un petit monstre attrape le bonbon, le reste, bougie et potion, ça part dans la déco, et voilà. Attention, on juge pas, au moins c'est simple, c'est réaliste, c'est nul. Avant d'inviter nos 4 amis, je prépare le terrain, je commence par placer les éléments principaux, mur, table, caméra, avec des formes basiques juste pour avoir une vision de la scène, de la place des éléments, leur taille, etc. Une sorte de maquette pour voir où on va. Quand ça me plaît, je les modélise bien propres et je leur mets des textures. Bon, en vrai, c'est pas aussi simple que ça, mais on en parle tout à l'heure. D'abord, laisse-moi t'expliquer comment marche un objet 3D. Dans un logiciel de 3D, tous les objets doivent être faits avec des vertex, des points, reliés entre eux par des edges, des côtés, pour former des faces, ou des faces, à 4 côtés. Et on fait en sorte qu'en faisant l'objet, ces faces soient le plus carrées possible, peu importe sa forme à lui. Par exemple, si on fait une sphère, elle aura quand même des faces carrées. Ça sert à ce que les textures s'appliquent correctement, à ce que la lumière réagisse bien sur l'objet, à ce qu'on puisse l'animer. Là par exemple, c'est le marteau de Thor que j'avais fait pour un ancien projet, et c'est bien. Un max de carrés et de rectangles partout, parfois étirés, mais toujours des faces à 4 côtés. Ça c'est la topologie, ou le maillage, et c'est super important. Une fois qu'elle est bien faite, on active le Shade Smooth, ça vient lisser les reflets de lumière sur l'objet, comme si on lissait la surface, mais sans avoir à mettre trop de géométrie dedans. Ensuite, j'ai mis un peu de bevel sur ma fenêtre, pour casser les angles droits. Pourquoi ? Pour le réalisme. Parce que si on observe bien autour de nous, rien n'est parfaitement en angle droit pointu dans la vie. Tout est un peu arrondi si on regarde de très près. Et c'est vraiment important, si on veut faire du réalisme, de faire attention à ce genre de détails. Nous, on le remarque pas, mais notre cerveau le sent. Entre ces 2 cubes, lequel a le plus l'air d'exister ? Le problème qu'on va avoir à chaque fois, c'est qu'un ordi, il va tout faire parfaitement. Trop parfaitement. Nous, si on voulait faire un cube avec nos mains, on essaierait de le faire le plus droit possible, avec des angles droits, etc. Parce que justement, c'est compliqué à faire, comme un cercle parfait à la main. Alors que pour un ordi, c'est l'inverse. Lui, il sort déjà le résultat parfait. Et du coup, nous aussi, on va faire le travail inverse, et on va devoir recréer à partir d'un objet trop parfait le chaos de la vie en fait. Et on va devoir faire ça dans tout ce qu'on va faire. Et donc pour ça, faut être un peu observateur. J'arrondis donc les ongles de ma fenêtre. Pour que ça marche vite et bien, j'ai dû réaligner les coordonnées UV. Rien à voir avec le soleil, je te vois venir. Déjà, ça s'appelle comme ça parce qu'on avait déjà pris Z, Y et X pour les axes de l'espace 3D. Une lettre par axe. Et du coup, on a pris au-dessus U, V. Et en gros, les coordonnées des axes U et V, c'est ce qui va expliquer au logiciel comment on place notre image de texture sur notre objet 3D.
en vrai c'est simple. C'est comme quand on dessine un patron sur une feuille 2D qui, une fois bien plié, donne une forme 3D, comme un cube. Là c'est le même principe mais à l'envers. On va dire au logiciel où couper notre objet 3D pour pouvoir comme le déplier à plat et retrouver le côté 2D de la texture. Voilà, comme ça. Pouf, ça c'est la texture. En 2D, c'est une image, et notre objet, paf, on l'aplatit pour le mettre dessus. Les coordonnées UV, c'est juste l'endroit où on va placer ce morceau sur notre image. Je vous montre dans Blender. Là, j'ai mon mur avec sa fenêtre. Si je lui mets une texture directement, voilà ce qui se passe. La face avant est plate et faite face à 4 côtés, donc il sait la gérer, mais par contre, derrière, ça lui pose problème. En même temps, c'est logique, cette forme-là, on peut pas la mettre à plat. Et là, le jeu, ça va être de voir où est-ce qu'on va pouvoir couper pour retrouver une forme 2D, comme avec notre patron. Donc je fais une première coupe à l'intersection, on sépare la face avant qui allait bien du reste, on sépare la face avant qui allait bien du reste, qui était là, du coup elle c'est bon, et on se retrouve avec un bordeaux. C'est plus simple, mais on peut toujours pas le mettre à plat, là ça marche pas. Lui c'est bon, donc je fais une coupe à un endroit, et d'un coup, on peut le mettre à plat. Et les textures fonctionnent. Évidemment, quand on fait des coupes, l'image va s'appliquer indépendamment sur chaque partie. Et logique, c'est différents morceaux qu'on a créés. Ils prennent différents endroits de la texture selon leurs coordonnées UV justement. Du coup, on voit les coupes. Et il faut chercher à les cacher un petit peu, à les mettre à des endroits où ça se voit pas. Là, il y a des endroits justement qui se connectaient mal, alors je vais voir dans mes coordonnées UV et je glisse les formes que j'ai découpées jusqu'à ce que ça se connecte bien sur le modèle 3D. Et comme ça, la fenêtre, c'est fait. Ensuite, l'angle entre les deux murs me plaisait pas trop. Il faisait un peu trop vide, alors j'ai décidé de rajouter une poutre. Ce genre de détail, ça participe au réalisme. Il y a plus d'éléments, donc pas de vraie limite entre les objets. C'est plus vivant, plus complexe, plus riche. Encore une fois, on casse la perfection. En plus, ça ajoute des éléments dans la composition et ça me permet d'enlever le displacement du mur du fond. Et là, vous savez pas ce que c'est le displacement. C'est un élément de la texture en rapport avec le relief, et on va en parler maintenant. Quand on place une texture sur un objet 3D, ça vous savez faire, c'est avec le découpage et les UV, on va décider de toutes les choses qui feront son apparence, sa texture quoi. On va décider de sa couleur, de sa roughness, s'il est brillant ou pas, de sa metalness, s'il est métallique ou pas, et de ses reliefs. Des petites imperfections aux grosses bosses, tout ça va pouvoir se gérer avec la texture. Pour ça, on utilise des images, tu l'auras compris, et pour les faire, on a deux façons. Soit en procédural, où on va partir de zéro et ajouter petit à petit des informations et régler des paramètres pour arriver à l'image finale, soit avec des images toutes faites, où on va avoir un pack d'images avec une image de couleur, une image de roughness, une image de metalness, de relief. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce qui nous intéresse ici, le relief, on va vouloir en ajouter partout, sur le moindre élément, encore une fois pour le réalisme, parce que rien n'est parfaitement lisse et plat dans la vie, par la tienne. Pour ajouter ce relief, il y a deux méthodes bien différentes, les normales et le bump, ou le displacement. La différence est simple, les normales et le bump vont ajouter du faux relief, c'est-à-dire qu'ils vont dire, à partir de leur image de texture, comment réagira la lumière, où mettre les petits creux, les petites bosses, mais par-dessus l'objet 3D, comme une couverture, sans toucher à sa géométrie en dessous, donc elle reste très simple. Ça peut même être juste une seule face, vu que c'est par-dessus. Et ça c'est génial, parce que plus on a de faces, plus c'est dur pour l'ordi. Donc avec ça on gagne beaucoup en performance, vu qu'on n'a pas besoin de plein de géométrie, mais par contre c'est pas magique. Parce que, comme on l'a dit, on n'a pas de vrai relief. L'objet il est toujours le même en dessous, tout plat. Donc c'est vraiment parfait pour des petits détails d'imperfection ou des choses à distance, mais pour des choses avec plus de volume, comme par exemple un mur de pierre, ça marchera de face, on croira un peu au relief, mais dès qu'on tournera autour de l'objet, on verra qu'il est toujours plat. Et le displacement, c'est l'inverse. Il déplace vraiment la géométrie de l'objet. Il va dire, toujours à partir de son image de texture, comment déplacer les vertex de la géométrie pour créer le volume. Donc là, si on n'a qu'une face, on n'a rien. Donc il faut beaucoup de subdivision pour qu'il puisse avoir beaucoup de vertex, et donc c'est plus dur pour l'ordi. Mais comme ça, on peut le voir en perspective de tous les côtés, les reflets de lumière sont parfaits, mais voilà, ça fait brûler l'ordi quoi. Petit aparté, le mieux ça reste d'utiliser les deux. C'est pas forcément soit l'un soit l'autre. Au contraire, en fait souvent ils sont associés ensemble. Parce que les normales et le bump sur des petites imperfections, on a vu que c'était parfait. Et s'il fallait que le displacement fasse ces petits détails, il faudrait un modèle 3D super dense et du coup ce serait pas du tout efficace. Donc ça va ensemble. Pour en revenir à notre scène, moi j'ai pas de performance. Donc j'abandonne le displacement vu qu'on reste que deux faces pour utiliser que les normales, gagner en performance, et vous êtes déjà des pros. Maintenant que ma maison est prête et que vous avez toutes les bases, je peux inviter les éléments à nous rejoindre. Et je commence par la bougie qui est énorme en polygones. Et là vous savez que ça pose problème. Donc je lui applique un Decimate. Ça va réduire son nombre de polygones et donc sauver des performances, vous êtes des pros. Ça fait des petits caca par-ci par-là, mais tranquille, c'est petit, on verra rien. J'ai enchaîné avec la texture, du blanc pour la couleur, j'ai ajusté un peu la roughness et j'ai mis du Subsurface Scattering, du SSS. Mot compliqué, explication simple, c'est juste dire à quel point la lumière traverse un objet. Moi par exemple, si je prends... Bon, je peux pas le faire avec moi, je vais le faire avec une bougie. Voilà, la bougie, elle est pas transparente, mais quand il y a la flamme qui est allumée à l'intérieur, on voit que ça traverse un peu, tu vois. Là, on voit que la bougie n'est pas transparente, mais il y a de la lumière qui traverse. Ça, évidemment, ça ajoute du réalisme, encore une fois, les petits détails. Et évidemment, c'est beaucoup plus dur pour l'ordi. Mais cette fois, pas le choix, entre ça et ça, il y en a vraiment un qui fait
qui marche pas quoi. Pour les petites flammes, j'aurais pu les simuler en 3D à partir des mèches de la bougie, et blablabla, mon ordi pouvait pas. Hein. Et dans tous les cas, même si ça paraît instinctif, vu que techniquement on peut le faire dans le logiciel, c'est pas la meilleure manière de faire. Même quand on a une grosse machine, faut toujours essayer d'optimiser pour sauver des performances, même Pixar le fait. Faut toujours chercher à trouver un moyen plus malin de faire ce qu'on veut. Malin dans le sens où on va gagner en performance, encore une fois. Là par exemple, je sais que mes flammes elles sont en petit et que c'est pas vraiment le centre de l'attention. Donc je peux tricher. J'ai été chercher des images de petites flammes sur Pixabay, c'est un truc où il y a des images gratuites, libres de droit. Je les mets en texture sur un plane, je connecte l'image à la couleur, à la transparence, à l'émission de lumière, et paf, et j'ai tout ce qu'il me faut. Je place les flammes sur mes mèches, je mets en couleur d'émission un beau orange, et voilà, bougie finie. Évidemment, ça marche que de face, et si on se rapprochait, on verrait sûrement le truc. Mais pour ce qu'on a à faire dans ce cas, c'est pile ce qu'il nous faut. En faisant comme ça, on sauve des performances comme pas possible, et on gagne du temps. Pour rendre le tout un peu plus joli, je vais commencer à travailler ma lumière. Ceux qui font de la vidéo ici, vous le savez, c'est super important. La lumière, c'est vraiment ce qui fait tout dans une vidéo. Peut-être pas tout, mais... voilà, je les place avec une couleur bien identifiable au début, genre du vert, pour voir vraiment ce que j'illumine avec et être précis quand je les place. Et ensuite je leur mets leur vraie couleur. Une lumière bien chaude à l'intérieur, genre feu de cheminée, et une bien froide qui vient de dehors pour simuler la lumière de la lune. Et je la fais taper pile sur la poutre pour la faire ressortir un peu, parce que c'est vrai que tout est assez plat dans ma compo. Et la petite touche, je mets une texture à ma lumière, comme on le ferait avec un objet, et ça vient créer un motif dans ma lumière. Là j'ai fait un peu comme s'il y avait des arbres. Et pour info, ça s'appelle un gobo et ça existe depuis très longtemps. C'est utilisé en fait dans les spots de lumière au théâtre. C'est pour faire des motifs, c'est le même principe. J'appelle maintenant la potion. Je lui mets un decimate, vous êtes des pros, et je décide de la réduire et de la multiplier pour en faire comme des petites fioles à mettre sur une étagère au fond sur le mur. Ça fera plus d'éléments, plus de volume, et en plus on peut varier les couleurs des liquides, faire un truc assez joli, ça ajoute plus de vie comme ça. Ensuite je leur fais une petite étagère avec la même texture que pour la poutre, et puis les fioles, c'est fait. J'invite ensuite le bonbon et... wow. Même chose pour la citrouille, et je leur mets les textures données par Atom. Tout est en place, maintenant on va s'occuper de l'animation. Et j'en avais jamais fait. L'animation sur le principe c'est simple. On met un objet d'une certaine manière à un moment, on avance dans le temps, on le change comme on veut, et le logiciel va calculer toutes les étapes intermédiaires. En gros c'est ça. Avec un cube comme ça c'est plutôt facile, mais maintenant imagine avec par exemple toutes les articulations d'un corps humain. Pour les actions simples, rien que pour le faire marcher, c'est un enfer. Dans notre cas, vu qu'on a un objet qui tombe et pas un personnage qui bouge, je décide de tenter une simulation physique. On peut faire ça. Dans le logiciel, on va prendre des objets et leur donner les infos selon ce qu'on veut faire. Le logiciel va calculer comment ça réagirait en vrai. Une simulation. On peut faire de la fumée, du feu, des liquides, des tissus, des trucs qui tombent, tout ce qu'on veut. Je crée des objets qui ressemblent à ceux de ma scène mais simplifiés pour les performances et je fais une simulation physique avec. Je leur donne un poids, un mouvement, un rebondissement, bref, je vous passe les détails et après je lance le calcul. Le logiciel va prendre en compte ce que j'ai donné comme info et simuler avec ça. Donc c'est assez aléatoire au final, on peut pas connaître le résultat à l'avance, c'est un peu comme en vrai. On agit en fait sur le lancement et on espère que ça marche comme on le veut. Après on revient, on change quelques paramètres et donc il faut faire, rater, changer un petit paramètre, retenter, rater, etc. jusqu'au moment où ça marche. C'était long et compliqué, j'en avais jamais fait, mais une fois que ça marche, c'est vraiment réaliste. Une fois que j'arrive à ce que je veux, je copie-colle le mouvement du bonbon simplifié sur le mouvement du vrai bonbon, et comme ça il récupère son animation. Il y a juste eu un problème avec la rotation, j'ai dû la refaire à la main parce qu'elle collait pas super bien, et qu'avec un mouvement qui roule, si l'animation est pas bonne, on le voit directement. Et en fait j'ai dû refaire la fin de l'animation aussi à la main, à partir du moment où ça tapait dans la citrouille, j'arrivais pas à simuler un truc bien, donc j'ai tout fait à la main. Est-ce qu'au final j'ai perdu du temps Et en parlant de temps, une fois que j'avais fini ça, je commence à calibrer ma cam pour qu'elle suive le bonbon, et là je réfléchis, je prends un peu de recul, et je réalise que j'ai mis trop de temps. Faut savoir qu'en 3D, pour exporter une vidéo, on va la rendre image par image. Et dans une vidéo, on a 25 images par seconde qui s'enchaînent. Donc selon la scène et l'ordi qu'on a, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Là, on était à plus de 15 minutes de rendu par image, ça fait plus de 6 heures pour une seconde de rendu, donc 60 heures au total pour notre animation, sans compter les crashs. Et en fait... j'aurais pas le temps. À ce moment-là, on est le 20, faut le rendre pour le 30. Et vraiment, 10 jours, ça va être trop serré entre l'export, qui va sûrement beaucoup planter, le son à faire, parce que pour rappel, on est en 3D, donc il y a aucun bruit, il faut tout créer soi-même. En plus de tout ça, il y a les dernières retouches vidéo, le post-processing, et moi j'ai cours à côté, et ça va pas le faire. J'ai pas envie d'abandonner après tout ça, donc faut que je trouve une solution. Et là, j'ai l'idée. Je sais que je dois bosser sur la fin, le bras de mon monstre, son animation, etc., mais mon début en soi, lui, il est bon. Alors je décide de le caler parfaitement pour plus y toucher. Et toutes les nuits, je lance un export. Ça calcule les images qui, mises bout à bout, feront la vidéo. Ça plantait généralement au bout d'une heure après avoir fait 3 ou 4 images, sachant qu'il y en a toujours 25 par seconde. En y allant petit à petit, ça pouvait marcher. Ça me laissait le temps de travailler sur la fin pendant que le début sortait, mais c'était chaud. Et ça voulait dire que je pouvais plus rien changer aux éléments qu'on voit au début, ni au mouvement de la caméra. Parce que vu que c'est un seul grand mouvement, si je le change en cours de route, ça va sauter d'un coup dans la vidéo, ça va se voir. Et c'est pour ça qu'on fait pas comme ça normalement. Donc je me focus sur le début. Là faut être efficace, maintenant que vous avez les bases, on va
va y aller. Je modélise les planches sur la table en ajoutant des loops et en les creusant. Je modélise des livres, c'est juste des cubes aplatis avec des textures dessus. C'est beau, ça marche, je lance les rendus. D'ailleurs c'était devenu mon quotidien à ce moment-là, dès que je travaillais pas dessus, je lançais des rendus, j'allais manger, je lançais des rendus, j'allais en cours, je lançais des rendus, je me réveillais la nuit pour lancer des rendus. Enfin bref, t'as compris, il y a la suite à faire, il faut se dépêcher. Je fais vite le bras du petit monstre, pas le temps de vraiment bien faire son anime. Je suis pas du tout un pro là-dedans en plus, c'était horrible de faire passer une main si grande dans un si petit trou. Donc pour aller plus vite, j'ai mis un effet qui déforme tout mon objet. Et en vrai ça suffit comme le mouvement est rapide. Comme ça, j'ai juste à gérer le bras en un seul bloc pour gérer toute sa déformation. J'aurais aimé faire une anime un peu plus cool avec une figure ou quoi, mais pas le temps. Je voulais que le monstre soit un peu noir, genre poilu, mais trop long aussi. Donc je fais rapidement une texture qui faisait un peu fantôme parce que j'avais pas moyen de faire mieux en fait. J'anime la fin du mouvement de caméra avec un léger recul, je finis l'export comme ça, j'ai toutes mes images qui sont sorties, il reste plus qu'à les assembler pour en faire la vidéo. Mais comme je suis trop fort, je touche au passage aux animations du début, celles qu'il fallait pas toucher sinon ça se voit. Et donc d'un coup la caméra change de place dans la vidéo, et pas le choix, maintenant c'est sorti comme ça. Et maintenant ça se voit vraiment et c'est juste pas exploitable en fait. Et il me reste un jour. Voilà. Donc je vais me coucher là-dessus, mais encore une fois, j'ai pas envie d'abandonner maintenant, donc j'essaye de trouver du positif, trouver une solution surtout. Et je me rappelle de cette phrase de Bob Ross qui dit « We don't make mistakes, we have happy accidents ». Et ouais, en vrai, il y a toujours moyen de transformer une erreur en quelque chose. Une erreur, c'est une question de point de vue en fait. Et là, le lendemain, j'ai encore une bonne idée, décidément. Je me rappelle que pour raccorder deux plans de manière invisible au cinéma, on fait passer un objet très près de la cam. Et en fait, ça permet de cacher le cut. Ça marche aussi sur TikTok, selon tes références. Et d'un coup, c'est logique en fait. On va faire passer le fantôme en post-prod devant la caméra au moment où il y a les cuts. En plus, ça fait intervenir le fantôme dès le début, donc il sort pas de nulle part. Il donne de la vie avec un petit truc mystérieux. Et ça devient un vrai plus en fait. Et c'est ça la morale. On peut toujours créer du mieux à partir d'une erreur. Faut savoir rebondir les pros. Surtout vous verrez, Atom, pour l'effet du fantôme en post-prod, je vais sur After Effects, un logiciel de compositing. En gros, c'est pour assembler les éléments de vidéo ensemble. Avec l'outil plume, je fais une petite forme de fantôme, je duplique la forme, j'étends la première et je la mets en soustraction. Faire un trou dans le premier. Avec un contour progressif, contour flouté, et en lui mettant de la couleur et du glow, on retrouve un peu le même effet de fantôme. Nouveau problème, mon fantôme sur After Effects, pour être joli, il fait de la lumière, mais pas mon fantôme en 3D. En vrai, j'aurais dû y penser, ça aurait été beaucoup plus joli, mais maintenant c'est beaucoup trop tard pour réexporter toute une partie de la vidéo. Alors j'ai encore une idée brillante, une idée de pro. Sur Blender, je masque tout sauf le bras, et je lui mets en seule texture de l'émission de lumière blanche. Donc j'ai un bras tout blanc, sans ombre vu qu'il émet de la lumière, et tout le reste en noir. J'exporte ça de Blender sur After Effects, et c'est rapide, y a pas beaucoup de calcul, c'est du noir et blanc. Et là j'ai ma vidéo d'origine, et la même avec juste la silhouette du bras en blanc. Je les superpose en disant tout ce qui est blanc, tu lui mets du glow, tout ce qui est noir, tu le laisses, et voilà. Rendu de base fini. Ensuite j'ai fait les sons, la plupart moi-même, c'est une partie que j'aime beaucoup. J'ai ajouté celui des éléments visibles en premier, le bonbon qui roule, qui tape la citrouille, mais pas que. J'ai aussi mis les bruits d'ambiance, comme le son de la forêt ou du chaudron à l'intérieur qui passe de gauche à droite, le rire de la sorcière dehors. On crée encore une fois avec tout ça de l'histoire. On fait exister le monde à travers le hors-champ, ce qu'on voit pas, que ce soit plus riche, plus complexe. Pour finir, j'ai ajouté un peu de flou, du contraste, de la lumière là où il faut et du grain. Dernier export avec tous les effets et tous les sons, et enfin, dans les temps, vidéo finie. Tout ça pour ça. Ouais, la première étape était terminée. Maintenant, il n'y avait plus qu'à attendre le live. Atom allait juger. J'étais avec deux potes trop chauds sur Twitch. Ils prenaient les auteurs des vidéos en appel sur Discord pour discuter de leur projet, raconter comment ils l'avaient fait, etc. Trop cool. Jusqu'à mon tour, je vous laisse apprécier ce grand moment. Ah bah du coup t'es là Florian, putain j'avais même pas vu t'arriver. Ça va mec? Si on t'entend, pas pour le moment. Peut-être que t'actives ton micro, peut-être que c'est la merde, je ne sais pas. Qu'on t'entend pas, mais si tu veux parler, on t'entend après. L'animation du bonbon est top, trop bien. C'est trop cool, je sais pas si t'es toujours là Florian. Ah si, juste tu es là. Non. Si, oui. Oh, il s'est démute. Peut-être le micro ne marche pas. Trop bien, en tout cas ça marche très très bien, ton animation de bonbon est très très cool. Et puis j'aime bien le petit rire au début de sorcière là. J'aurais peut-être rajouté une petite light à l'intérieur de la citrouille quand il y a la main qui apparaît, tu vois, une petite light en mode il y a de la vie à l'intérieur. En tout cas ça marche vraiment bien. Et j'aime bien comment... Attendez, ouais, on voit le fantôme arriver devant la caméra. Maintenant, hop, ça fait une petite vibration. Floup. Regardez, la vie, là, on le sent amorcer. Hop, il repasse là. C'est bon, on s'en aperçoit pas dans le mouvement de la première lecture, mais hop, ça tue. C'est trop bien, bravo. L'animation du bonbon est très cool. Je sais pas si c'est une simulation physique ou quoi que ce soit, mais ça marche très bien. Et malheureusement, Florian, je sais pas, j'ai pas pu t'entendre. Ta douce voix d'artiste 3D, c'est très très cool et travaille sur le sound design qui est très bien. Mais en tout cas, félicitations pour ta participation et j'ose imaginer à quel point tu es dégoûté de pas avoir eu ton micro qui marche. Eh ben, j'ai pas pu lui parler. Du coup, j'en ai fait une vidéo.
Encore une fois, faut rien lâcher, 2 ans plus tard j'ai gagné un de ces concours, j'ai pu le rencontrer en vrai, donc tout peut arriver. Bon, dans tous les cas, même si au final il n'y a pas eu d'appel et pas de carte graphique, sérieusement ça fait apprendre plein de choses, les moments comme ça de stress un peu, t'es obligé de rebondir sur ce qui se passe, de prendre des raccourcis, donc pour évoluer je peux que te recommander de faire des concours. Par exemple sur le Discord Atom. Il y a beaucoup de débutants, on l'a tous été, ça se juge pas, franchement c'est très cool. Ça permet de rencontrer des gens, d'avoir des retours sur son travail. Mais pour ça d'abord, et maintenant que t'as compris les principes, il va falloir que t'apprennes à utiliser ton logiciel. Donc là tu vas mater quelques tutos, tu tapes tuto Blender et puis tu fouilles un peu, t'es curieux. Moi peut-être que je ferai une vidéo dans ce style pour prendre en main un peu le logiciel. Mais de toute façon maintenant t'as les bases de la 3D, donc tu vas vite comprendre. Remate cette vidéo s'il faut. Et si jamais tu veux apprendre à découvrir encore plus avec moi pour devenir encore plus un pro, tu sais ce que t'as à faire. Moi je te retrouve tout de suite sur cette vidéo ou sur celle-là, et pour l'instant il n'y a rien parce que c'est ma première vidéo. Et je suis au bout là, ça y est. J'espère que ça vous a plu, ce sera pas parfait, ça me fait un peu mal au cœur. Et je me suis dit qu'à un moment il fallait la sortir quoi. Voilà. Allez, clique.